Bonjour à tous. Voilà, je représente, c'est un petit peu difficile, hein, je fais un peu retomber l'ambiance là après tous ces propos. Je reviens sur voilà, quelque chose de plus institutionnel, hein, vous avez compris, je représente le ministère de l'Éducation nationale, mais sur une mission particulière, donc de délégué ministériel à l'inclusion scolaire, c'est-à-dire que je ne suis pas à l'origine de l'élaboration, je ne suis plus à l'origine de l'élaboration de politique publique, mais je suis en charge effectivement de la relation avec les usagers, et donc nous travaillons sur des situations qui nous sont signalées soit directement par les parents, soit beaucoup par les associations, soit qui sont signalés auprès des différents cabinets ministériels, notamment le secrétariat d'État et le ministère de l'Éducation nationale. Alors, je passe très vite, vous aurez le diaporama, donc je vais passer très très rapidement, mais je voulais contextualiser un peu. Vous avez ici donc l'évolution de la progression des élèves en situation de handicap, tout trouble confondu à l'école. J'ai voulu contextualiser parce que c'est quand même important pour comprendre vers quoi on veut tendre. Donc vous voyez que la pente est quand même relativement aiguë et que la hausse des élèves en situation de handicap est chaque année, quand je parle d'élèves en situation de handicap, il s'agit bien de handicap reconnu CDAPH. Donc voilà, on fait la part de tous ceux qui ne sont pas identifiés CDAPH. Vous voyez que la pente est de 10% d'augmentation chaque année sur les dernières années, avec une pente beaucoup plus nette dans le second degré, puisqu'on est à plus 16%. Je vais très vite, hein. Là je voulais simplement contextualiser. La répartition par trouble, elle peut vous intéresser. Vous avez en fait, donc c'est une enquête qu'on fait auprès des enseignants référents. Là encore, on n'a pas, nous, à connaître le diagnostic qui est porté sur l'élève. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est de connaître la manifestation du trouble dans le contexte scolaire. Et donc, les enseignants disent, voilà, pour moi, le trouble, c'est particulièrement un trouble du langage et de la parole, c'est particulièrement un trouble psychique. Alors, qu'est-ce qu'ils mettent là-dedans? C'est plutôt les difficultés comportementales, etc. Voilà, c'est du trouble visuel. Bon, ça, on comprend relativement rapidement de ce dont il s'agit. Voilà. Et donc vous voyez que les troubles du langage et de la parole, c'est là-dedans qu'on va retrouver les troubles 10 massivement, représentent à peu près 20% des troubles identifiés dans le cadre, là encore, des élèves reconnus tels par la CDAPH, identifiés par la CDAPH. Donc 20%, la proportion évoluant, mais c'est logique à mesure qu'on progresse dans la scolarité, c'est-à-dire qu'évidemment, le trouble devient de plus en plus impactant à mesure que l'élève progresse, voilà, sauf compensation très adaptée. Les élèves TSA, je les passe. Et puis, le dernier point que je voulais pointer, c'est les élèves accompagnés. Donc, vous voyez qu'on est actuellement à 166 000, c'était l'enquête de l'année dernière, élèves en situation de handicap avec une notification d'aide humaine. Ça représente à peu près maintenant la moitié des élèves en situation de handicap notifiés. Donc, c'est très conséquent. Vous voyez que l'augmentation entre 2017 et 2018 était sur simplement une année de plus 9%, c'est-à-dire voilà, une augmentation qui finalement était pratiquement équivalente à l'augmentation du nombre d'élèves, de la proportion d'élèves en situation de handicap. Donc voilà, ça c'est le contexte. Alors, dans ce contexte de pression, enfin de forte poussée de la situation de la demande de scolarisation d'élèves à besoins éducatifs particuliers, et on va le reprendre comme ça, mais plutôt dans le champ du handicap, en fait, il y a eu une grande concertation qui a été organisée conjointement par le secrétariat d'État et le ministère de l'Éducation nationale, avec 3 axes. Un axe qui était l'axe attente des parents, donc voilà, les parents représentés par les associations, mais aussi des parents auto-représentés. Il y a eu un axe sur le métier d'accompagnant, et puis il y a eu un axe qui est important sur la coopération, sur les coopérations, et particulièrement la coopération entre l'école et le médico-social. Donc je vais là plutôt moi me centrer sur ce qui nous préoccupe, c'est-à-dire la relation avec les parents. Mais voilà, vous aurez en tout cas l'intégralité des mesures qui ont été prises. Les textes qui ont formalisé les suites données à cette concertation, en fait, ils ont été intégrés pour partie dans un chapitre de la loi de 2019 pour une école de la confiance, où un chapitre entier est consacré à l'inclusion, à l'école inclusive. Et puis, ils ont fait l'objet d'une circulaire particulière qui, hélas, est apparue tardivement, parce que tout ça a demandé beaucoup de travail. La concertation s'est terminée, je crois, en février-mars. Il a fallu donc, à la suite de ça, obtenir des arbitrages, voir ce qu'on gardait. Et notamment, donc, ça a donné lieu à une circulaire qui s'appelle « Pour une école inclusive » et à son annexe sur un vade-mecum pour la mise en œuvre du PIAL, le pôle inclusif d'accompagnement localisé.
Voilà, et puis une circulaire que je mentionne pour la gestion des AESH, parce que là, je ne vais pas l'évoquer, mais c'est une dimension qui était importante dans la concertation. Voilà. Alors, en fait, cette circulaire, elle décline un grand plan d'action qui lui-même comprend 7 axes. Le premier, c'est instituer un service d'accompagnement des élèves en situation de handicap. Le deuxième, c'est celui sur lequel je vais insister, c'est mieux accueillir les parents et simplifier les démarches. Le troisième, c'est former, accompagner les enseignants. Le quatrième, professionnaliser les accompagnants, donc nos fameux AESH. Le cinquième, c'est s'adapter aux besoins éducatifs particuliers des élèves, donc c'est toutes les mesures de formation des enseignants en particulier, et puis les réponses à des besoins particuliers, c'est-à-dire comment on accompagne le plan, le développement des pôles enseignement jeunes sourds, etc. Et puis structurer, c'est aussi un axe très très important, la coopération entre les professionnels de l'éducation nationale et du secteur médico-social dans les établissements scolaires. On en a eu des exemples, ce que Mme Cluzel évoquait ce matin avec l'exemple de la Réunion, ce que vous évoquez à Marseille qui est quelque chose de ce vers quoi on souhaiterait tendre, hein, c'est-à-dire effectivement pouvoir avoir l'intervention de professionnels du médico-social dans des établissements scolaires indépendamment d'une notification pour un élève en particulier, hein, c'est-à-dire avoir un pôle d'appui auprès d'un établissement scolaire ou d'une équipe enseignante. Le dernier point, c'est le pilotage évidemment de toutes ces mesures, puisqu'il faut en suivre la mise en œuvre. Voilà. Donc, je vais moi simplement voir avec vous le deuxième axe, hein, c'est-à-dire la relation avec les parents. Simplement, j'ai gardé cette diapo parce qu'effectivement, on mentionne cette fameuse circulaire spécifique à l'école inclusive que vous pourrez trouver. Je pense que j'ai dû mettre le lien quelque part. Et donc, ça donne voilà, des indications sur l'ensemble de cette politique qu'on souhaite conduire conjointement. Alors, mieux accueillir les parents et l'élève, simplifier les démarches. Le premier point, c'est la mise en place d'une cellule de réponse aux familles dans chaque département pour la période de rentrée. En fait, je vais vous présenter juste après le travail de la cellule nationale. La cellule nationale, c'est une petite équipe, il ne faut pas imaginer une plateforme téléphonique démentielle, c'est 4 personnes, donc c'est très petit, et en fait c'est une cellule qui répond effectivement à l'ensemble des appels qui lui arrivent au niveau national. Il se trouve qu'à la rentrée, on était complètement embouteillés, et ça se comprend, par des familles inquiètes, demandant s'ils auraient bien l'AESH, s'ils seraient là le jour de la rentrée, quand est-ce qu'il allait arriver, comment il s'appelle, etc. Et évidemment, on n'était pas, nous, en situation au niveau national d'avoir une visibilité sur l'ensemble des départements, et on avait beaucoup de mal à faire comprendre aux familles qu'il fallait qu'on fasse comme eux, c'est-à-dire que nous, quand on avait la question, il fallait qu'on appelle le département pour qu'il nous donne la réponse, et parfois, c'était compliqué à obtenir aussi. Donc, il a été demandé, il a été organisé, la mise en place d'une cellule de réponse aux familles dans chaque département à la rentrée, pour la période de rentrée. Ça a démarré fin juin, mais voilà, vous avez vu que la circulaire était parue tardivement, mais en tout cas, ça a été opérationnel dès fin août, et ce sera opérationnel partout jusqu'à fin octobre. Dans certains endroits, il est même prévu qu'elle perdure. Le deuxième point, l'organisation d'un entretien d'accueil avec la famille, l'enseignant et l'accompagnant. Alors, c'était théoriquement dans le mois qui suit la rentrée. Je ne sais pas si les établissements pourront suivre, hein, puisqu'il faut, voilà, il faut s'emparer, puis il faut pouvoir les organiser. Mais en tout cas, l'idée, c'est bien que les parents soient accueillis dans l'établissement, qu'ils puissent faire état de ce qu'ils savent, de la manière, du parcours de l'enfant, et que l'établissement scolaire leur présente, l'enseignant leur présente l'AESH, que l'AESH soit d'emblée associé à la réflexion et à la prise en charge de l'élève, enfin qu'il ne soit pas, ce qu'il nous disait souvent, parachuté 2 jours après la rentrée sans savoir auprès de qui il va intervenir. La création d'un livret de parcours évolutif, ça Mme Cluzel en a parlé, hein, c'est-à-dire un livret qui devrait intégrer par millefeuilles les différents plans, c'est-à-dire par exemple le PAP et puis le PPS. Les familles avaient beaucoup de mal à comprendre, par exemple, que notamment lorsqu'il y a un PPS, on soit en attente d'un PPS, d'un projet personnalisé de scolarisation, hypothétiquement formalisé par la CDAPH. C'est-à-dire qu'on sait bien que de toute façon, dans la majorité des cas, on ne l'aura pas formalisé. Donc voilà, l'idée c'est effectivement, dès qu'on a identifié les besoins particuliers de l'élève, pouvoir commencer à dire voilà ce qu'on va mettre en place en termes d'adaptation, et donc le faire apparaître dans un livret qui accompagnera la progression de l'enfant. Et la simplification du PPS, ça Mme Cluzel en a parlé. La notification du PPS pour le cycle scolaire, c'est-à-dire que ne pas être obligé de repasser chaque année
sauf s'il y a nécessité de réexaminer la situation, hein, s'il y a besoin de davantage d'accompagnement ou de plus d'accompagnement ou de matériel pédagogique adapté. Et puis, du matériel pédagogique adapté notifié pour 5 ans, c'est-à-dire on a dit pour la durée finalement du parcours, parcours à l'école, parcours au collège, parcours au lycée. Donc voilà les mesures. Alors, les autres mesures, je ne vous en parle pas. Bon, vous pouvez, si vous le souhaitez, on a produit beaucoup d'outils hein, pour accompagner les équipes, parce que c'est quand même, ça a été quand même un gros chantier. Et donc, on a produit un ensemble de documents d'information qui sont pour la plupart téléchargeables sur Eduscol. Donc, un dossier de presse qui s'appelle « Pour une rentrée pleinement inclusive », un vadémécum sur la mise en œuvre du PIAL, dont je ne pense pas autant de mal que certains peuvent le dire. On commence à avoir des inspections, enfin, il y a des missions d'inspection générale hein, qui tournent pour voir des fonctionnements de PIAL, et on a des remontées fort intéressantes, donc on mutualisera. Et puis ensuite, un ensemble d'outils, alors soit à destination du public, soit à destination des professionnels, sur l'accueil d'un AESH, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour que cette personne qui est importante soit réellement intégrée à la communauté éducative, un guide d'entretien entre la famille, l'enseignant, l'AESH, c'est-à-dire aider à lister les points importants auxquels il faut penser, un livret d'accueil des AESH pour harmoniser leur prise en charge dans les départements, un guide d'entretien du directeur, et puis l'accueil de l'AESH dans l'école, et un livret de formation école inclusive, c'est tout le plan de formation continue école inclusive, donc qui est déployée par le ministère, sachant qu'il y a aussi des actions académiques, départementales, ça ce sont les actions ministérielles. Voilà. Alors ce que je voulais faire, c'était quand même faire un petit focus sur ce fonctionnement des cellules d'écoute, donc les cellules d'écoute locales et puis la cellule d'écoute nationale. Donc la cellule d'écoute locale, elle s'appelle cellule de réponse aux familles, elles ont, comme je vous l'ai dit, été mises en place dans chaque département à la période de rentrée à minima. Et l'engagement qui a été pris, j'espère qu'il est tenu, c'était que les familles reçoivent, les appelants, ce sont essentiellement les familles, reçoivent une réponse de première intention dans les 24 heures. Ça ne veut pas dire que la situation sera solutionnée, parce que parfois il faut aller chercher l'information, etc. Mais ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui prend la communication, ce qui est déjà beaucoup, parce que je vous assure que nous, les années précédentes, on avait des personnes déchaînées qui en fait, ne voulaient pas lâcher la ligne, parce qu'en disant, pour une fois que je tiens quelqu'un, je ne lâcherai pas. On disait, mais il faut quand même qu'on aille vers l'inspection académique. Ben non, on ne nous lâchait pas. Donc là, vraiment, l'idée, c'est on a un interlocuteur qui prend l'information, qui s'engage à donner une suite et qui s'engage à ce que la famille soit recontactée. Alors, le site Eduscol, sur le site Eduscol, on trouve les coordonnées de toutes les cellules. Je vais vous montrer comment ça se présente. Il y a beaucoup de retours positifs de la part des associations. Moi, je n'ai pas contact directement avec les parents, mais beaucoup d'associations qui sont satisfaites d'avoir un interlocuteur. Ça a l'air tout bête. Ça a vraiment l'air d'être tout bête, mais c'est extrêmement important, c'est-à-dire d'avoir quelqu'un à qui on peut dire à la rentrée, voilà, j'ai cette inquiétude, et savoir que cette parole est entendue et qu'elle va être traitée par le bon service. Parce qu'effectivement, après, il y a des tuyaux d'orgue dans les inspections académiques qui sont assez variés. Mais en tout cas, voilà, la satisfaction d'avoir un interlocuteur, la réactivité, on nous parle beaucoup d'amabilité des personnes, etc. Alors, pour jouer sur le site Eduscol, en fait, voilà comment ça se présente. On a une carte de France avec l'ensemble des départements. Et quand on clique sur le département, là j'ai cliqué sur le Loir-et-Cher, les coordonnées de la cellule s'affichent, donc soit coordonnées téléphoniques, soit coordonnées téléphoniques plus adresse mail, puisque certaines ont aussi développé un service courriel. Voilà, donc c'est très facile. Voilà, on le trouve vraiment très très aisément en entrant sur le site du ministère. Alors voilà ce que donnent les cellules, et c'est quand même très intéressant. On a fait le point au 23 septembre. Il y a eu 10 900, c'est énorme, hein, enfin, par rapport à l'activité de la cellule nationale, c'est énorme. Donc 10 949 saisines, dont ça ne nous surprend pas, parce que c'était là qu'on les attendait. Alors, je vais parler, en fait, vous voyez que j'ai fait un sous-total à 8330, et puis il y a ensuite les autres. Les autres, je vais les évacuer tout de suite, ce sont les appels qui n'ont rien à voir avec les services d'éducation nationale.
C'est-à-dire, c'est les délais de traitement MDPH, le dossier n'est pas, voilà, la notification n'est pas arrivée, il n'y a pas de place en établissement médico-social, puis parfois c'est des questions complètement annexes, comment est-ce que des problèmes d'affectation au collège, mais pour des élèves pas du tout en situation de handicap, des questions sur les bourses, enfin, voilà, les familles ont vu cellule d'écoute et on pensait que ça traitait toutes les questions possibles. Donc ça représente quand même un volume relativement important, c'est-à-dire à peu près 25% du volume d'appels, c'est pas neutre. Mais disons que sur les appels vraiment ciblés sur les questions liées à la rentrée inclusive, on va dire, voilà, 85% des questions ont porté sur l'accompagnement humain. Alors, accompagnement humain, donc c'est ce que je vous disais, est-ce que mon AVS sera là le jour de la rentrée? Il n'était pas là, quand est-ce qu'il va arriver? Où est-ce qu'on en est dans le processus de recrutement? Il était là, mais il est parti, qu'est-ce qui va se passer? Comment il s'appelle? Bon, je ne sais pas pourquoi, c'est important, mais beaucoup de familles le demandent, enfin voilà. Ensuite, des questions plus marginales sur les aménagements de scolarité. C'est assez normal, parce qu'en période de rentrée, ce n'est pas encore le moment où la question se pose, mais il y a pu avoir effectivement des sollicitations. Des questions liées à l'absence de place en ULIS, c'est-à-dire des élèves notifiés qui n'ont pas eu de place en ULIS ou qui étaient encore sur liste d'attente, donc ça représente quand même 5%. Pour mémoire, on a quand même créé plus de 250 ULIS à cette rentrée, mais vous voyez que même en faisant ça, on arrive difficilement à absorber les besoins. Et puis des questions relatives à des temps partiels de scolarisation, c'est-à-dire des temps qui, de manière non réglementaire, sont limités au temps de sauf si c'est notifié dans le PPS, sont limités au temps de présence de l'AESH ou sont du temps partiel imposé pour des raisons qu'on ne comprend pas. Enfin, donc, voilà, ça représente quand même 5,7% des appels. Donc quand les personnes, les répondants ont ces appels-là, elles se tournent soit vers le service qui gère les AESH, soit vers l'inspection SH, il s'agit effectivement plutôt de questions relatives aux aménagements pédagogiques, de manière à avoir une réponse et à ce que la famille puisse être recontactée. L'idée, c'était quand même de recontacter, alors je vous dis, la solution n'est pas trouvée dans les 24 heures, mais en tout cas d'avoir des éléments de réponse, si possible dans la semaine, parfois sous quinzaine, lorsque la situation est très complexe. Alors ça ne veut pas dire, par exemple, que dans la semaine, l'AESH va arriver. Si l'AESH est démissionnaire, on comptait sur lui, il est parti, on a épuisé le vivier, il faut lancer un recrutement. Par contre, on va pouvoir informer la famille de ce qui se passe, d'où on en est, etc. Voilà, donc ça vous donne un panorama de ces cellules. Ça nous semble intéressant, je pense qu'évidemment on reconduira le dispositif l'année prochaine, peut-être avec quelque chose de plus opérationnel, puisqu'on est en train de réfléchir à un numéro unique, en 0800, avec à la fin le code du département, ce qui éviterait de passer par la géolocalisation. Alors, un petit mot sur la cellule nationale. Madame Gros nous a fait beaucoup d'honneur en disant qu'on résolvait des situations. On en résout quelques-unes, mais voilà. Donc ça, c'était l'année dernière, notre moment de gloire, avec les 2 ministres qui sont venus répondre au téléphone. Cette année, du coup, on est devenu moins important. Ils sont allés dans les cellules locales. Voilà, donc cette cellule, elle existe depuis longtemps, mais c'est important que vous la connaissiez. Elle existe depuis 2007. En fait, elle est arrivée dans la foulée de la loi de 2005, où les familles étaient un peu perdues. Ça a commencé comme une expérimentation, puis finalement, on s'est dit que ça répondait quand même à un besoin et qu'il était important de continuer à accompagner les familles. Donc initialement, il fallait se repérer dans une nouvelle procédure, et puis maintenant, il s'agit effectivement d'informer, d'écouter, de conseiller, et puis d'intervenir. Alors, les sollicitations pour l'année 2018-2019, je vous les montre, donc évidemment, nous on fait par année scolaire. Vous les voyez ici répartis par type d'appels, et vous voyez ou pas, si c'est assez grand, que 46% des appels concernent l'aide humaine, c'est-à-dire la question de l'accompagnement, pas assez d'aide mutualisée insuffisante, pas là au bon moment, et puis beaucoup de questions sur la relation avec l'AESH qui va pas, qui fonctionne pas bien, ou qui, selon les parents, est empêché de parler à la famille, enfin bon voilà, des choses de cet ordre-là. Voilà, donc on a beaucoup des questions sur, par exemple, le niveau de l'AESH qui ne peut pas accompagner un cours de terminale en mathématiques. Bon, voilà, donc sur le type de recrutement et d'adaptation vraiment au profil de l'élève. Le deuxième grand axe d'appel concerne la mise en œuvre des PPS. Donc l'impression effectivement que en tout cas l'analyse des familles est que les PPS ne sont pas mis en œuvre, ne sont pas mis en action. Et puis un point important sur les aménagements d'examen, ça représente 3%, mais c'est en augmentation. Et puis on a une part importante de demandes d'information et de conseils. Ce que je voulais dire quand même, c'est que en fait l'accompagnement effectivement a pris une dimension extrêmement importante.
et qu'on a, alors en fait, pour l'accompagnement, on est quand même beaucoup dans de la recherche d'informations. Sur les autres démarches, par exemple la mise en œuvre du PPS, par exemple des désaccords sur l'orientation, par exemple des désaccords avec l'équipe, on est plus dans une démarche de médiation. C'est-à-dire que, évidemment, on n'est pas du tout dans une position hiérarchique par rapport, c'est le ministère, mais on n'est pas le chef de chaque établissement scolaire. Donc en fait, on est dans une position où on essaie de comprendre, on essaie d'analyser, où on rappelle la réglementation, et on est plutôt dans une situation de recherche de médiation entre la famille et puis l'établissement scolaire. Les sollicitations en fonction des troubles, donc vous voyez que, alors ça c'est lié, je pense, on a quand même aussi des phénomènes qui sont liés à l'actualité. Les troubles du spectre de l'autisme ont pris l'année dernière une part importante, ils ont représenté 35% des sollicitations, c'est logique, parce que c'était le lancement du plan de la stratégie autisme, et donc des familles avaient entendu des informations, et souhaitaient savoir dans quelle mesure ou pourquoi elles n'étaient pas éligibles à tel dispositif, etc. Ou avoir des infos, voilà. Et puis, le deuxième gros bloc, ce sont les troubles des apprentissages, qui représentent 27% des appels, sachant qu'évidemment, lorsque j'évoquais le recensement des troubles, j'étais sur les troubles identifiés MDPH. Là, en l'occurrence, tout parent peut nous saisir, c'est-à-dire qu'on ne demande pas... On ne demande pas s'il y a notification, un parent d'enfant en difficulté, un parent d'enfant qui se questionne peut tout à fait nous saisir. Voilà. Et puis on a sinon des proportions relativement stables, qui bougent relativement peu d'une année sur l'autre, sur les troubles auditifs, les troubles visuels. On a eu l'année dernière une petite montée du côté des élèves à haut potentiel, donc des élèves intellectuellement précoces, qui étaient liés aussi à un guide paru sur Eduscol avec des préconisations pédagogiques. Donc voilà. Les sollicitations en fonction des âges, c'est logique, c'est pour majorité les familles qui nous sollicitent en majorité pour des élèves qui sont dans le cadre de la scolarité dans le premier degré. Ensuite, la deuxième part importante, ce sont les élèves de 11-16 ans, donc c'est l'entrée au collège, le parcours au collège. Et puis en amont, c'est l'école maternelle, puisque c'est aussi souvent là que se révèle le trouble, que les familles sont dans des démarches effectivement de diagnostic, d'identification des difficultés, et donc là avec beaucoup d'interrogations, d'inquiétudes et de demandes d'intervention auprès des établissements. Les plus de 16 ans sont peu représentés, mais aussi parce qu'il faut dire que ils sont présentés sur les lycées évidemment. Pour les étudiants, il y a un service identique du côté de l'enseignement supérieur. Voilà, donc un petit bilan. Aide handicap école, eh bien l'année dernière, vous voyez qu'on est ridicule à côté des cellules, de l'ampleur des cellules locales, ça représentait 3500 dossiers ouverts. Alors c'est-à-dire qu'on ne compte pas les appels pour avoir un conseil, pour connaître, je ne sais pas quoi moi, le numéro de la MDPH du coin, le coordonné de l'inspecteur handicap, ASH du coin. Donc ça, on ne les comptabilise pas. Il s'agit des dossiers qui sont ouverts, donc 3500, avec des saisines qui sont essentiellement par téléphone, 51%, et qui prennent beaucoup de temps. C'est-à-dire qu'on constate, c'est le principe de toute cellule de réponse, que parfois il faut du temps pour arriver à identifier la problématique d'un parent. Je pense à un parent l'année dernière, c'est l'exemple le plus emblématique, qui nous a appelés en rage, enfin c'était comme ça, en colère, parce que son enfant, en lycéen, avait été exclu du lycée, donc trouble, je ne sais plus quel était le trouble, peu importe, avait été exclu du lycée 3 mois avant le bac, et qu'on lui proposait une rescolarisation, ce qui est obligatoire, dans un lycée qui l'éloignait. Et puis, en fait, en discutant avec ce papa, on s'est rendu compte que certes, son fils avait été exclu, mais qu'il avait été exclu pour introduction et trafic de cannabis dans l'établissement, ce qui est quand même un motif, même quand on est en situation de handicap, c'est quand même difficilement acceptable dans un établissement scolaire, vous en conviendrez. Donc, et que surtout, ce père était très très inquiet pour son enfant, c'est-à-dire que c'était, en fait, ce qui était son symptôme, c'était, il a été exclu et puis ça va pas aller et puis c'est terrible. Mais là, ce qu'il disait, en fait, c'était, qu'est-ce qui va se passer ? Il va devoir faire des kilomètres en plus pour aller dans le nouveau lycée. Est-ce qu'il ne va pas se perdre en route ? Est-ce qu'il ne va pas se déscolariser ? Qu'est-ce qui va se passer après ? Est-ce qu'il va vouloir aller passer son bac ? Enfin, vous voyez, c'est-à-dire qu'une question, parfois à partir d'une question formulée, on déroule un fil qui est beaucoup plus complexe que ça n'apparaissait au début. Et donc, ce qui explique qu'effectivement, nous ayons, à la différence des cellules locales qui sont des boîtes d'entrée, des personnes qui sont formées effectivement à l'écoute et à la réponse téléphonique, à l'entretien téléphonique. Et puis des familles qui sont parfois en détresse, qui pleurent, qui craquent, enfin voilà.
Les courriers représentent 30%, mais ce sont essentiellement des courriers. Alors, les familles s'adressent très peu à nous par courrier, ce sont les courriers adressés au cabinet des ministres. Et puis les courriels, par contre, on a une boîte voilà, dont vous aurez les coordonnées, représente à peu près 19%. Le taux de résolution, alors c'est là que ça rend modeste, hein, en fait on a résolu l'année dernière 60% totalement de la situation, c'est-à-dire que la situation a été entièrement débloquée, et puis on est à peu près à 12% de résolution partielle, c'est-à-dire qu'on n'a pas la totalité de ce qui posait problème, mais on réussit quand même à avancer sur certains points. Je dois dire que ce qui plombe quand même nos résultats, c'est le fait que l'année dernière, on devait traiter la question des AESH et que là, par définition, on n'était pas bon, puisque quand un département était en difficulté, il ne nous répondait pas plus qu'aux parents. Donc, finalement, voilà, ça faisait chuter notre taux de résolution. Voilà, le numéro vert, je le précise, a été rendu accessible pour les personnes sourdes, malentendantes, et pour les personnes aphasiques, avec le recours à une plateforme d'accessibilité, donc qui permet d'échanger par soit LSF, soit LPC, soit texte transcription instantanée de la parole. Voilà, vous savez tout. Donc vous avez ici les coordonnées de la cellule. C'est un numéro vert, le 0800 730 123. Je suis en train de me demander. Oui, en voyant, je me dis, je ne sais plus, oui, ça doit être ça. Et le numéro d'aide handicap école et l'adresse mail d'aide handicap école, qui est donc aide handicap école tout attaché, @education.gouv.fr. Voilà.